Ce jeudi marque le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, aussi appelé D-Day, fut évidemment un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, des milliers de soldats américains et britanniques ont envahi 5 plages de Normandie pour libérer l'Europe occidentale de l'occupation nazie. Emmanuel Macron et plus de 25 chefs d'État du monde entier étaient donc en Normandie ce jeudi pour commémorer ce jour spécial. Mais au-delà des commémorations, il y avait aussi un enjeu politique et diplomatique. C'est aussi ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. 4 cérémonies étaient donc organisées ce jeudi dans le Calvados en Normandie. Il y avait environ 200 vétérans, donc des anciens soldats qui se sont déplacés jusqu'en Normandie pour y participer. Ils sont pour la plupart originaires des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Au-delà des vétérans, il y a aussi des chefs d'État du monde entier, 25 pour être précis. Parmi eux, on retrouve le président américain Joe Biden, le roi britannique Charles III, ainsi que son fils William, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore le président du Conseil européen Charles Michel. Alors évidemment, il y avait un enjeu tout d'abord historique. Premièrement, ce 80e anniversaire, c'est très certainement le dernier anniversaire en 10, comme on les appelle, avec les personnes qui l'ont vécu, puisque la plupart des vétérans invités ont aujourd'hui entre 95, 100 ans, et certains sont même plus âgés. C'est donc une opportunité, une des rares et dernières opportunités de saluer leur courage, leur sacrifice et leur contribution à la libération de l'Europe. Ensuite, ce sont des commémorations avec de multiples hommages. Ce jeudi, c'était un hommage aux Alliés, aux libérateurs, mais ce mercredi, la France a aussi rendu hommage aux résistants. Il y a aussi un hommage aux victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale qui a été effectué. Et ces commémorations, avec des cérémonies distinctes, notamment pour les Britanniques et les Américains, ils permettent aussi donc de renforcer des liens diplomatiques et militaires. Ça, c'est donc pour l'enjeu historique, pour rappeler donc ce moment extrêmement important dans l'histoire de l'Europe. Mais ces commémorations, particulièrement cette année, elles ont aussi une dimension diplomatique et politique extrêmement importante, et ce, alors que ce 80e anniversaire est commémoré dans un contexte géopolitique extrêmement complexe. Évidemment, on le voit déjà sur la question des invités, on en parlait hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était invité, mais ce n'était pas le cas du président russe Vladimir Poutine, ni d'ailleurs d'aucun représentant de la Russie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge, donc la force militaire de l'URSS, a lancé de nombreuses offensives qui ont permis de repousser les forces allemandes en Europe de l'Est, libérant ainsi des pays occupés comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou encore la Roumanie, sachant qu'au total, c'est 27 millions de soviétiques, civils et militaires qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. La présidence française a donc fait le choix de ne pas les convier. La raison évoquée, c'est, je cite, sa guerre d'agression contre l'Ukraine qui s'est encore intensifiée ces dernières semaines. C'est donc une décision importante de la part de la France, alors qu'on peut noter que Vladimir Poutine avait été convié aux célébrations du 60e anniversaire, c'était en juin 2004 aux côtés de Jacques Chirac, mais aussi à celle du 70e anniversaire, c'était donc en 2014, et ce malgré à l'époque l'annexion du territoire de la Crimée par la Russie, une annexion d'un territoire jusqu'ici ukrainien, contesté et contraire au droit international. Cette semaine est donc l'occasion pour les Américains, mais aussi les Français et plusieurs pays occidentaux de réaffirmer en cette période le soutien à Volodymyr Zelensky, qui est donc lui présent sur place. Par ailleurs, sur la dimension politique, il y a 2 élections évidemment qu'il faut noter. La première élection, ça ne vous aura pas échappé, ce sont les élections européennes qui se déroulent ce dimanche. Ce dimanche, les Européens sont donc appelés à voter pour élire les 720 eurodéputés qui vont siéger au Parlement européen. Et c'est donc une élection clé pour le camp d'Emmanuel Macron, qui est largement derrière le Rassemblement national dans les sondages. Je rappelle que les sondages n'est pas un pronostic de ce qui va se dérouler, c'est simplement une cartographie de l'opinion à un instant T. Mais évidemment, c'est un élément important pour le président de la République qui multiplie donc les prises de parole, qui évoquent à la fois la situation en Ukraine, mais aussi dans certains cas la question donc des élections européennes. La deuxième élection évidemment qui est importante, c'est celle de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu au mois de novembre. La visite du président américain Joe Biden qui est candidat pour sa réélection, elle n'est donc pas anodine, surtout que le président américain va rester 5 jours en France. L'idée pour lui, c'est d'essayer de se démarquer donc de son adversaire Donald Trump, qui est lui aussi candidat dans cette campagne. Bref, ça me semble en tout cas important de faire un point sur cette journée historique dans ce format des actualités du jour. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Au passage, concernant les élections européennes, on va poster là en cette fin de semaine un certain nombre de comparaisons des programmes que vous allez pouvoir retrouver directement donc sur le compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte, si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous laisse avec Blanche pour les autres actualités importantes de la journée et je reviens juste
juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. 37 personnes ont été tuées, en majorité des femmes et des enfants, dans un bombardement israélien tôt ce jeudi matin sur une école gérée par l'ONU à Gaza, selon l'hôpital Al-Aqsa, situé dans le centre de Gaza. De son côté, l'armée israélienne affirme que cette école abritait, je cite, une base du Hamas et que plusieurs membres de groupes armés palestiniens, dont le Hamas et le Djihad islamique, qui ont participé au massacre du 7 octobre en Israël, avaient été neutralisés. Selon le correspondant de RFI à Jérusalem, les images de Gaza montrent à nouveau des scènes de chaos, avec des dizaines de corps alignés au sol, dont des enfants, et des blessés transportés vers des hôpitaux de campagne. Avant cette frappe, l'hôpital d'Al-Aqsa avait déjà reçu au moins 70 morts et plus de 300 blessés en 2 jours, selon l'ONG Médecins sans frontières. Deuxième actu, le président russe Vladimir Poutine a évoqué ce jeudi la possibilité de livrer des armes à d'autres pays, sans préciser lesquels, dans le but de frapper des installations des pays occidentaux. Cette déclaration, faite lors d'une interview à plusieurs agences de presse dont l'AFP, intervient après que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée sur le territoire russe, proche de la région de Kharkiv en Ukraine. Alors pour l'instant, on n'a pas plus de détails sur cette déclaration, mais Vladimir Poutine a aussi affirmé que la Russie était disposée à s'asseoir à la table des négociations et que le meilleur moyen d'arrêter la guerre était, je cite, que les Occidentaux cessent de livrer des armes à l'Ukraine. Troisième actu, la grippe aviaire de type H5N2 a fait sa première victime humaine selon l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'un homme de 59 ans qui souffrait déjà de problèmes de santé, qui est décédé au Mexique le 24 avril dernier, quelques heures après avoir été hospitalisé. Il avait développé de la fièvre, un essoufflement, de la diarrhée, des nausées et avait fait un malaise. Alors le virus H5N2 a été repéré sur des volailles ces dernières années dans plusieurs élevages à travers le monde. Il avait récemment été observé en mars et en avril sur des volailles au Mexique, dont notamment dans l'état de Mexico où vivait la victime. Il faut noter qu'aucune transmission à l'homme n'avait jusqu'à présent été attestée selon l'OMS, et d'ailleurs ce cas humain de H5N2 est le seul qui a été observé pour l'instant. Le ministère de la Santé mexicain a affirmé qu'il n'y avait pas de risque pour la population, idem du côté de l'OMS qui juge le risque faible. L'inquiétude, elle se tourne plutôt vers le virus H5N1 qui est différent du H5N2 et qui est responsable d'une épidémie chez les vaches aux États-Unis. 3 cas humains ont pour l'instant été rapportés, mais aucune transmission d'humain à humain n'a été identifiée. L'OMS a fait part de son énorme inquiétude au sujet de la propagation de cette souche. Quatrième actu, le vaisseau Starliner du constructeur américain Boeing a enfin décollé en direction de la Station spatiale internationale après 2 tentatives de décollage annulées au dernier moment en 1 mois. C'est la première fois qu'un vaisseau de Boeing transporte des astronautes jusqu'à l'ISS. Les 2 personnes à bord, les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams, doivent passer un peu plus d'1 semaine dans l'ISS. Il faut savoir que ce vol test est important pour Boeing car le groupe américain doit prouver que son vaisseau est sûr. Si c'est le cas, il permettra à la NASA d'avoir un 2e vaisseau pour faire des allers-retours vers l'ISS, en plus de celui de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. 5e actu, l'État français s'apprêterait à débourser 2,7 millions d'euros pour 2 top artistes invités à chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal Le Canard enchaîné ce mercredi. Cette information viendrait d'un document interne au comité d'organisation des JO que Le Canard enchaîné s'est procuré. Alors on ne connaît pas encore les noms de ces 2 artistes, mais selon les rumeurs, il pourrait s'agir d'Aya Nakamura et de la chanteuse québécoise Céline Dion. Alors attention, rien n'est officiel pour l'instant. Il faut savoir que Céline Dion, touchée depuis plusieurs années par le syndrome de la personne raide, avait récemment confié à Vogue que son but était, je cite, de revoir la Tour Eiffel. On verra donc ce qu'il en est. On termine avec cette actu. Les youtubeurs et streamers français Amixem, Mastu et Amine Mathieu ont participé cette semaine au tournage d'une vidéo du youtubeur le plus suivi du monde, MrBeast. Selon Amixem, le tournage a duré 40 heures au total. Aucune autre information n'a fuité. On ignore donc pour l'instant la thématique de la vidéo et sa date de sortie. Seule une photo a été partagée par MrBeast sur ses réseaux sociaux et on peut voir d'autres créateurs du monde entier en tenue bleue. Ce qui est sûr, c'est que MrBeast est connu pour ses énormes productions sous forme de jeux qui dépassent souvent le $1 million de coût de production. Il y a 2 ans, il avait par exemple reproduit à l'identique le jeu Squid Game ou encore la chocolaterie de Charlie et la chocolaterie il y a 1 an. Merci beaucoup Blanche pour ces autres actualités de la journée. Je le disais, rendez-vous sur Instagram pour d'autres actualités, notamment à l'approche des élections européennes. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.